La deuxième partie de notre exposition est consacrée à l'œuvre générale d'Antoine de Saint-Exupéry, depuis ses débuts jusqu'à ses derniers textes. On a, à l'occasion de la réalisation de cette exposition et également de la publication du volume de la collection Quarto qui lui est lié, on a eu la chance de profiter d'une découverte assez exceptionnelle que les petits-enfants de Louise de Villemorin, un écrivain bien connu, ont fait tout récemment aux États-Unis. Il se trouve que dans une armoire qui était destinée aux encombrants, ils ont retrouvé, un peu par miracle, un petit dossier dans lequel se trouvaient une centaine de feuillets des premiers textes, des tout premiers textes d'Antoine de Saint-Exupéry. Textes poétiques, d'une part, une série d'une quarantaine de poèmes, et, chose plus exceptionnelle encore, 4 petites proses que Saint-Exupéry appelait ses décomptes, dont 2 sont consacrés à l'aviation. Alors pourquoi ces textes étaient là, ces manuscrits se trouvaient là? Tout simplement parce que Louise de Villemorin a été la fiancée d'Antoine de Saint-Exupéry au début des années 1920. Ils se sont connus à Paris. Saint-Exupéry, bien que lyonnais, a fait ses études supérieures en préparation à l'école navale à Paris, au lycée Saint-Louis. Et donc ils se sont connus. La fratrie Villemorin était proche du réseau d'amitié d'Antoine de Saint-Exupéry. Ils avaient une passion commune, c'était l'écriture. Et Saint-Exupéry et Louis s'échangeaient des textes qu'ils écrivaient, se les lisaient mutuellement. Et comme cela se fait assez classiquement, Saint-Exupéry a tenu à offrir à sa fiancée, à sa bien-aimée, les textes qu'elle lui a inspirés, et notamment ses poèmes très amoureux qu'il lui consacre, et qu'il dédicace, d'ailleurs on voit sur les manuscrits, pour ma Lulu, voilà. Donc, voilà. Et puis, il lui a offert ces petites proses. Et alors, ces textes ont vraiment une grande importance. Pourquoi? Parce que ce sont les premiers textes connus de Saint-Exupéry. Je disais sur l'aviation, non pas tant sur l'aviation, mais sur son expérience du vol. C'est-à-dire que le souci de Saint-Exupéry, qui est jeune, il a 23 ans à ce moment-là, 23-24 ans, il a son brevet civil de pilotage, donc il peut organiser des vols commerciaux, des baptêmes de l'air au Bourget, comme ça se faisait à l'époque. Il faut bien se mettre dans le cas de l'époque, hein, c'est-à-dire que les années 20, l'aviation, c'est quand même la modernité absolue. Hein. C'est l'aventure. Hein. Les pilotes sont des aventuriers de la guerre, d'une part, la précédente, la première, mais aussi aventuriers du coup du quotidien. Quoi. Enfin, donc Saint-Exupéry fait partie de cette génération assez extraordinaire et donc va être un des premiers à en exprimer l'expérience. D'autres l'ont fait, hein, Kessel assez tôt a publié des textes sur l'aviation, mais Saint-Exupéry, pilote, va être un des tout premiers à en témoigner. Et il lui arrive son premier accident en mai 1923, lors d'un vol de baptême de l'air. Il revient sur la piste, il rate son atterrissage, ça lui vaut des blessures importantes, notamment au visage. Il en gardera d'ailleurs toujours la cicatrice, on le voit bien sur les photos de Saint-Exupéry, il gardera toujours une cicatrice sur sa joue, qui date de cet accident. Et il va raconter cette douloureuse expérience à ses proches, à ses amis, et il va l'écrire. Et donc ces 2 textes, Un vol, un accident, racontent cette expérience-là, mais pas de façon anecdotique. C'est-à-dire pas en disant, voilà, il m'est arrivé ça, c'était à telle heure, etc. Non, il va essayer d'exprimer ce que, en vol, l'aviateur ressent. Et cette expérience-là, quand vous êtes à terre, vous avez du mal à l'imaginer. Et l'ambition de la littérature, ça va être d'être capable de faire vivre à quelqu'un, comme par procuration, un sentiment, une sensation, une expérience qui lui est inaccessible dans la vraie vie. C'est une des raisons d'être de la littérature. Hein. Pourquoi on aime les histoires? Parce que ça nous fait vivre autre chose que ce qui nous est donné de vivre. Voilà. Ben là, on est là-dedans. Et c'est une vraie angoisse pour Saint-Exupéry. Est-ce que je vais arriver à exprimer ça avec des mots qui ne sont pas des mots vides, des mots abstraits, c'était génial, etc. C'était merveilleux, c'était exceptionnel, mais ça ne veut rien dire. C'est merveilleux, c'est exceptionnel, c'est sublime.
Tout ça, c'est des mots abstraits, ça ne veut rien dire. Il faut essayer de faire passer la vérité, la substance de l'expérience. Et on voit très très bien que jeune écrivain, il n'a encore publié aucun livre à ce moment-là, il essaie d'obtenir cet effet-là. Cet objectif ne va jamais le quitter. Et à partir de ce premier texte, qui donc semble dater de 1924, va naître sa première nouvelle qu'il va publier dans une revue littéraire qui s'appelle L'Aviateur. Et ensuite, quelques années plus tard, en 1929, son premier roman, Courrier Sud, qui va le faire connaître, bien entendu. Courrier Sud, qui est publié chez Gallimard en 1929. Donc c'est le point de départ de sa vocation d'écrivain, qui, comme on le voit, est indissociable, d'une part, d'une certaine ivresse de l'âme. Il en rigolait lui-même, pour lui-même. Enfin, il disait, parfois mes sentiments me rendent ivre, c'est ce qu'il dit. Bon. Voilà, et évidemment, ça c'est le sentiment amoureux, cette part un peu romantique de Saint-Exupéry, bien entendu, mais il y a aussi le caractère totalement inséparable de l'action et donc de l'expérience du pilote. J'écris parce que je vole, j'écris. C'est indissociable. Je suis un écrivain pilote. Voilà. C'est ça ma vérité. Ça ne va pas le quitter. Et alors évidemment, à partir d'un moment... Donc ces documents sont montrés pour la première fois dans cette exposition. Voilà. Les manuscrits, les dactylogrammes avec la petite dédicace à Louise. Et curieusement, ces textes ont été donnés tardivement à Loulou, puisqu'il l'appelait comme ça, on l'appelait Louise Loulou, Morin, bien après, puisque la rupture de leur fiançailles, puisque la famille de l'île Morin, en tout cas c'est l'histoire qui le dit, était quand même un peu inquiète de ce grand gaillard Saint-Exupéry, aventurier, et, voilà, qui promettait une vie un petit peu, peut-être un petit peu dangereuse ou incertaine, une vie conjugale peut-être un peu dangereuse, incertaine ou incommode, on va dire, à leur Louise. Et la pression familiale a fait que Saint-Exupéry, d'une part, a commencé par renoncer à l'aviation, et à son grand désespoir, et a finalement dû renoncer à ses fiançailles, puisque la liaison s'est arrêtée là. Et donc très, très rapidement en réalité. Mais par contre, on voit que ces textes, ces poèmes et ces contes ont été donnés quelques années plus tard, après la rupture des fiançailles, par Saint-Exupéry à Louise. Et il n'a jamais rompu en réalité. Louise a été le grand amour de sa vie, c'est certain. Et on voit qu'il continue à lui offrir, il lui a offert le manuscrit, par exemple, le Courrier Sud, ça a été offert à Louise, donc en 1929, et dans la fameuse petite pochette retrouvée par les petits enfants de Louise, on a retrouvé également le jeu d'épreuves, donc ce qui a été préparé par l'imprimeur, du deuxième roman d'Antoine de Saint-Exupéry, celui qui lui vaudra le prix Femina, Vol de nuit. Et donc les épreuves sont corrigées de la main de Saint-Exupéry et de son préfacier d'alors, qui était André Gide, autre grand romancier de l'époque, plus âgé bien entendu qu'Antoine de Saint-Exupéry, qui sont un peu son parrain en littérature d'une certaine façon. Et donc ce qui témoigne du fait qu'en 1931, Saint-Exupéry a donné à Louise ce jeu d'épreuves très précieux, bien entendu. Et d'ailleurs, il est intéressant de regarder ce jeu d'épreuves qui est présenté dans l'exposition, parce qu'on voit que Saint-Exupéry a ajouté une petite note avec la dédicace qu'il souhaitait porter sur le livre en ouverture du livre. Et le livre est ainsi dédié à Didier Dorat. Alors, Didier Dorat est un homme très important dans l'histoire de Saint-Exupéry, puisque c'était le chef d'exploitation de l'aéropostale. C'est d'ailleurs Dorat qui a embauché d'une certaine façon Saint-Exupéry lorsque, après la rupture de fiançailles avec Louise, il reprend son activité de pilote. Il a le brevet militaire et le brevet civil de pilotage, bien entendu, et il se fait engager par la firme Latécoère, qui est la grande firme qui a lancé finalement le développement de l'aéropostale et qui a créé et exploité ce tronçon fameux dont il est question bien entendu dans Courrier Sud et dans Vol de nuit, entre Toulouse et l'Afrique du Nord, donc Casablanca, et puis Dakar. Et de Dakar, après, mais bien après, enfin dans quelques années qui suivent, l'ouverture vers le continent sud-américain. Et donc l'œuvre de Saint-Exupéry va totalement s'imprégner de cette expérience exceptionnelle, extraordinairement dangereuse, quotidiennement dangereuse, qui est celle des pilotes de l'aéropostale chargés du dépôt, de la circulation du courrier d'un continent à l'autre. Voilà. Donc ces grands aventuriers des temps modernes, Saint-Exupéry en a été, avec d'autres comme Mermoz et Guillaumet, qui sont ces grands Rennes, Serre, enfin, il y a toute une génération extraordinaire de pilotes qui risquaient leur vie à chaque sortie, donc quotidiennement en réalité. Et Saint-Exupéry a écrit ses romans et a appuyé ses romans sur cette expérience
inouïe et extraordinairement risquée, qui pour lui a été une façon de, là encore, délivrer un certain, je ne peux pas dire un message, mais témoigner d'une certaine vérité de l'existence, parce que dans cette expérience extrême, extraordinairement dangereuse, totalement atypique par rapport à ce qu'on vit normalement dans la vie quotidienne, eh bien Saint-Exupéry ressent, exprime, au travers de cette expérience limite, la vérité de l'existence. C'est-à-dire que c'est toujours l'occasion d'un retour sur soi. Plus on est loin finalement des siens et du foyer, à certains égards, plus cette vérité même du foyer s'exprime, parce que la distance fait qu'on y regarde, on y porte attention. Voilà. Tout en s'en distinguant, tout en le fuyant. C'est ça le propre de l'aventure aussi, pour Saint-Exupéry. L'aventure, c'est pas le fait de tout lâcher. C'est pas ça. C'est ça, évidemment, c'est se dépasser, c'est aller vers l'inconnu total, mais c'est aussi vivre plus intensément encore ce qui nous tient aux autres, par l'éloignement. Voilà pourquoi le désert, voilà pourquoi le vol, voilà pourquoi les étoiles, voilà pourquoi les vents déchaînés dans les grandes tempêtes sud-américaines, andines, on traverse au-dessus des Andes, ont une importance pour Saint-Exupéry, parce qu'elles dévoilent une vérité encore plus profonde de l'humain par sa mise en péril. Donc ça, toute son œuvre va en témoigner. Toute son œuvre va en témoigner. D'ailleurs, il y a une petite chose qui le dit aussi, qui l'incarne symboliquement, et qu'on voit à plusieurs reprises dans l'exposition. C'est un petit motif que Saint-Exupéry dessine, souvent en marge de ses manuscrits, des lettres qu'il envoie, on le voit sur plusieurs de ses brouillons, et qu'on voit à plusieurs endroits de l'exposition, qui est une fleur, dont on voit bien l'attachement au sol, le sol est juste esquissé, et cette fleur a une tige qui s'étend, au point d'être aussi grande que le Petit Prince, enfin, le petit personnage qui va devenir le Petit Prince, et elle s'étend encore, de sorte que, au bout de la tige, ce n'est plus une fleur que l'on trouve, mais une étoile. Alors, quel drôle de symbole, qu'est-ce que cela signifie donc, que cette fleur étoile, qui devient même à un moment un arbre étoile, eh bien je pense que c'est pour Saint-Exupéry une façon d'exprimer, par le dessin, cette tension qu'il y a chez lui entre le fini et l'infini. Il écrit, Saint-Exupéry, quelque part, dans une de ses lettres, on ne se rejoint qu'à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne se rejoint qu'à l'infini. C'est-à-dire que, au fond, on ne se trouve nous-mêmes et on ne se lie véritablement aux autres que lorsqu'on se dépasse. C'est-à-dire que lorsque toutes les petites contingences du quotidien, lorsque la petite étroitesse d'esprit qui peut être la nôtre, notre attachement aux choses matérielles, etc., on est en capacité de la dépasser pour finalement se découvrir soi-même dans une quête de perfection et dans un au-delà de soi-même. C'est quelque chose qui est très très présent chez lui. Alors, certains disent, bah oui, c'est un sentiment religieux, par exemple, qui s'exprime par là. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Saint-Exupéry ne parle pas de transcendance, de divinité. Ce n'est pas son sujet. Lui, il dit, il faut que j'augmente la part d'humain qui est en moi. Voilà. Et donc, il y a la petite graine, et puis, bah, pour que ces petits enfants croisés dans un train d'exilés deviennent le Mozart de demain, eh bien, il faut que tout le pousse à donner le meilleur de lui-même. Et ce meilleur de lui-même ne se découvre que lorsque la fleur devient étoile. Voilà. C'est ça que ça signifie, et ce que ce petit dessin, c'est ma vision des choses, exprime. En tout cas, il l'accompagne en permanence, dans toute sa vie, ça c'est sûr. Alors, dans cette seconde partie de l'exposition, donc on aborde je dirais la genèse de l'œuvre, on aborde aussi sa continuation, notamment au travers de son troisième livre, on a évoqué Courrier Sud, 1929, Vol de nuit, au travers du jeu d'épreuves, 1931, et puis, bien plus tard, à la fin des années 30, paraît Terre des Hommes, Wind, Sun and Stars, aux États-Unis. Alors, Terre des Hommes, c'est un curieux livre, hein, puisque c'est la réunion d'articles que Saint-Exupéry publie dans la grande presse parisienne durant les années 30. C'est donc un recueil, mais c'est un recueil très architecturé, très très pensé par Saint-Exupéry, qui réunit à la fois ses grands souvenirs de l'aéropostale, au plus fort de son moment. C'est là où il raconte cette fameuse aventure de Guillaumet, dont l'avion se crache dans les Andes et qui marche pendant plusieurs jours et fait quelque chose de proprement hideux
humain et qui pourtant pour Saint-Exupéry est le propre de l'humain, là encore se dépasser. Voilà. Et il lit également des choses sur la guerre d'Espagne, sur la situation sociale en URSS, sociale et politique en URSS, et il compose quelque chose autour finalement de la question de l'humanisme, c'est-à-dire comment fonder une terre, comment fonder aussi un homme qui soit guidé par une certaine façon, qui permette finalement à l'homme d'agir pour le bien, voilà, tout simplement. Quelles sont les conditions qui font que l'homme peut s'accomplir? Voilà. Le fait même qu'on se pose la question témoigne d'une interrogation forte, c'est-à-dire d'un doute. C'est-à-dire, est-ce que la Terre aujourd'hui est bien la Terre des hommes? Il y a pour Saint-Exupéry, la Terre peut encore être celle des hommes, mais elle est menacée. Elle est menacée notamment par une hantise de l'industrialisation, la mécanisation, la robotisation, la formalisation des rapports réels entre les hommes. C'est-à-dire que lorsque l'homme ne devient qu'un rouage d'une société aveugle à elle-même, aveugle à nos aspirations, aveugle à nos libertés individuelles, alors on prend le risque que cette terre ne soit pas la terre des hommes, et que ne soit que la caricature de cet espace-là. Et ça, cette inquiétude-là, elle est générationnelle. Saint-Exupéry n'est pas la seule à la vivre, bien sûr, et elle se prolongera après lui. Bon, c'est ce qui fait de Saint-Exupéry un écrivain humaniste, bien entendu, avec d'autres, mais on voit très très bien que chez les penseurs de l'après-guerre, je pense à Hannah Arendt, par exemple, je pense à Ellul, enfin, ce genre de personnes qui vont beaucoup interroger la société et la mécanisation de la société des rapports humains au travers notamment des conditions de travail très défavorables et de l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. Alors ça, c'est vraiment très très présent dans l'œuvre de Saint-Exupéry, et Terre des hommes en témoigne très très bien. L'image de ce Mozart assassiné, qui finit Terre des hommes, c'est-à-dire de ce jeune enfant polonais qui finalement est étouffé, oppressé par les conditions inhumaines que la vie sociale et l'histoire des hommes lui a réservées. Précisément, c'est le cauchemar même de cette terre inhumaine. Donc Saint-Exupéry appuie cette réflexion sur son expérience, comme d'habitude, sur ce qu'il a vécu. Et il y a on témoigne notamment des pages de manuscrits de Terre des Hommes qui s'appelle Parc, esclave, mort, qui est un de ces articles publiés dans la grande presse parisienne dans les années 30 que Saint-Exupéry reprend et lit d'une certaine façon, LIE, dans la réalisation de Terre des Hommes. Cette seconde partie de l'exposition s'achève par un document qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est la dernière lettre, le dernier écrit connu d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors c'est vraiment un grand privilège de pouvoir présenter ce document. Revenons sur l'histoire de ce document. Saint-Exupéry a quitté les États-Unis en 1943, on l'a dit. Il reprend le combat. Alors c'est un peu compliqué, le combat, oui, notamment le survol à très haute altitude pour prendre des photos, pour préparer au fond le débarquement des forces alliées en Provence. Et il n'a pas l'âge, normalement il n'a pas l'âge de piloter, hein, il n'a absolument pas le droit de piloter parce qu'il est très malade, enfin il est surtout blessé de partout, il n'arrive même plus à s'habiller lui-même, enfin bon, alors, une photo en témoigne dans l'exposition, mais bon, il obtient, parce qu'il a des relations au plus haut niveau de l'état-major interallié, et le 31 juillet 1944, alors que son escadrille de haute reconnaissance se situe en Corse, à côté de Bastia, Borgo, on lui affecte une mission et le voilà donc reparti en mission au petit matin du 31 juillet 1944 pour survoler les Alpes et prendre un certain nombre de photos qui permettront au renseignement et à l'état-major de bien préparer ce qui s'annonce dans les jours qui suivront. Et on sait évidemment que Saint-Exupéry ne reviendra pas de cette disparition et que durant l'après-midi du 31 juillet 1944, il est déclaré disparu en vol. Et donc, on le sait, victime d'une attaque d'un chasseur allemand. Ses amis officiers, évidemment, vont, très touchés par cette terrible nouvelle, vont recueillir ses affaires dans sa chambre. Et là, il recueille notamment un manuscrit qui ne quitte pas Saint-Exupéry depuis des années, qui est le manuscrit de Citadelle, qui ne sera publié qu'à titre posthume, très 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 gros livre, magnifique, voilà, auquel il travaille en même temps qu'en parallèle de ses autres œuvres, et ils trouveront une petite enveloppe avec 2 lettres
les 2 lettres devant aller dans la même enveloppe. Cette enveloppe est adressée à Pierre Dalloz. Pierre Dalloz est un des inventeurs et fondateurs du maquis du Vercors, donc une grande figure de la résistance antérieure. Et Dalloz est à Alger à ce moment-là, donc c'est une connaissance de Saint-Exupéry, voilà, ils ont des amis communs. Donc Saint-Exupéry lui écrit une lettre, et cette même enveloppe devait contenir une autre lettre à Nelly Vogüé, qui était une amie très très chère de Saint-Exupéry, sa maîtresse en l'occurrence pendant les années 1930, qui a été très protectrice à son égard. Et nous avons la possibilité, la chance de présenter cette lettre à Pierre Dalloz dans l'exposition, qui sont en réalité les derniers mots écrits par Saint-Exupéry. Et Saint-Exupéry s'engageait beaucoup dans sa correspondance. Ce n'était pas des correspondances utilitaires, c'était des correspondances où il disait beaucoup de lui-même, en marge et en parallèle de ses œuvres. Et les derniers mots qu'il emploie sont des mots déchirants, où il explique, au fond, que peu lui importe d'être descendu. Donc il sait que sa mission est extraordinairement risquée, et il va l'être descendu. Voilà. Mais qu'au fond, il écrit, il dit « Je hais leur vertu de robot. Je crains plus que tout cet avenir de termitière qu'on nous promet. » Vous voyez, cette angoisse par rapport à un rapport insensé à la vie, en fait, tout simplement. Et il écrit, c'est sa dernière phrase, « Moi, j'étais fait pour être jardinier. » Voilà. Amitié Saint-Exupéry. Moi, j'étais fait pour être jardinier. Alors, c'est pas le jardin de Voltaire, c'est pas le jardin, voilà, où on se replie sur son petit... Voilà. Non, c'est le jardin d'une certaine façon où le temps s'arrête. Alors, Saint-Exupéry était très généreux avec ses amis et on l'a vu toujours aimer offrir à ses proches traces laissées par son travail d'écrivain, ses manuscrits, ses jeux d'épreuves, ses brouillons, ses dactylogrammes, c'est-à-dire la version dactylographiée de ses textes. On en a quelques exemples dans l'exposition. Un exemple assez marquant, c'est les deux dessins qu'il a offerts à sa compagne Nelly Vogüé. D'ailleurs, ces 2 dessins tout à fait troublants parce qu'ils préfigurent eux aussi un petit peu le Petit Prince et en tout cas l'atmosphère désertique du Petit Prince. On retrouve un certain nombre de petits objets comme déposés sur le sable qui évoquent soit tel cactus, soit un petit serpent, une trace de squelette de petit animal, etc. Donc quelque chose d'assez sombre, un peu inquiétant. Et d'ailleurs, ces dessins le sont inquiétants parce qu'ils ils mettent en scène une figure féminine, presque androgyne d'ailleurs, qui semble totalement désemparée, et par le caractère insensé finalement et définitivement isolé de sa situation dans cet espace pour le moins infécond et angoissant. Cette angoisse qu'on retrouve bien sûr dans le Petit Prince, mais dans le Petit Prince il y a quelque chose de très solaire, toujours très fondamentalement optimiste. Malgré tout, tout ça est comme équilibré par cette atmosphère mélancolique et cette inquiétude très forte chez Saint-Exupéry. On a également une autre trace de l'importance de l'amitié pour lui, c'est les illustrations originales de Bernard Lamotte, qui était un ami de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry l'avait rencontré avant la guerre, lorsqu'il faisait ses études à l'école des Beaux-Arts à Paris. Bernard Lamotte était un artiste peintre qui s'était installé à New York. Il avait fait carrière à New York, peintre plutôt figuratif. Et quand Saint-Exupéry arrive à Manhattan en tout début de l'année 41, il va voir assez spontanément son ami Lamotte et il renoue comme ça le fil de l'amitié. Alors il voit son arrêt, ils font une bonne bouffe ensemble. Bon, c'est une atmosphère de fête. Lamotte est très lié au milieu hollywoodien. Donc par ce biais-là, il rencontre Marlène Dietrich, voilà, et je crois qu'il y a une rencontre avec Charlie Chaplin, une rencontre avec Gavin qui est à New York à ce moment-là aussi, enfin, peu importe. Et spontanément, Lamotte lui propose d'illustrer l'édition originale de ce que nous connaissons en France sous le titre Pilote de guerre et que les Américains connaissent sous le titre Flight to Arras, c'est-à-dire vol au-dessus d'Arras, qui est en réalité l'objet de la mission
militaire que raconte Saint-Exupéry dans ce livre. Alors on a cette chance de pouvoir présenter en un gros volume, l'intégralité des dessins originaux de Bernard Lamotte pour ce beau projet éditorial qui voit le jour aux États-Unis, un petit peu avant de paraître en France, mais l'édition française de Pilote de guerre apparaît sans dessin. Elle est publiée chez Gallimard, mais sans dessin dans la fameuse collection blanche. Et pour finir, l'exposition montre un exemplaire tout à fait extraordinaire de la bibliothèque de la Pléiade, puisque c'est celui que Thomas Pesquet a désiré apporter avec lui lors de son séjour dans la station spatiale internationale. Il y a des photos qui montrent Thomas Pesquet en train de lire Antoine de Saint-Exupéry, qui est d'une certaine façon pour lui, comme pour nous tous, un compagnon en aventure.